Depuis l'établissement des relations diplomatiques en août 1962 entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, les deux pays entretiennent une coopération multiforme et exemplaire, entre autres, dans les domaines politiques, économiques et financiers. Aujourd'hui, dans Eco-Débat, nous parlerons de la coopération des deux États sur le plan touristique. Nos invités sont l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, M. Abdelmalek Kettani. Face à lui, nous avons M. Sianou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, je commence par vous, monsieur l'ambassadeur. Selon un rapport du magazine britannique Which Travel, le Maroc figure dans le top 5 des destinations touristiques au monde. Qu'est-ce qui fait la particularité du Royaume? Le Maroc se caractérise par une longue histoire, un pays qui a plus de 12 siècles d'histoire, avec plusieurs dynasties qui se sont succédées, avec une histoire enracinée, une histoire très riche, et aussi un patrimoine architectural et culturel hors pair, qui fait bien sûr un pôle d'attraction. Mais ce n'est pas le seul pôle d'attraction du Maroc. Nous avons aussi la partie balnéaire, la partie golfique. Nous avons beaucoup d'atouts qui font qu'aujourd'hui le Maroc se développe dans le domaine du tourisme grâce à la politique visionnaire de Sa Majesté le Roi qui a été initiée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant et qui se développe pour aller plus de l'avant. Malheureusement, il y a eu la crise du Covid qui a un petit peu affecté cette dynamique, mais 2022 et 2023 s'annoncent très très bonnes. Nous allons atteindre plus de 12 à 13 millions de touristes et notre objectif est d'arriver à 2030 à plus de 20 millions de touristes. D'accord. Monsieur le ministre, à la Foire internationale du tourisme à Madrid en 2023, cette année c'était en janvier, vous avez annoncé l'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à vocation touristique en intégrant durablement le top 5 africain à l'échéance 2025. Alors, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Oui, merci. C'est pour moi l'occasion d'avoir vous dire merci et puis remercier cette présence de l'ambassadeur sur ce plateau qui démontre la vitalité des rapports entre nos deux États et démontrant ainsi la belle coopération et cette capacité à faire réinventer la coopération sud-sud. Pour répondre à votre question, la Côte d'Ivoire rêve, par sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire, de figurer au top 5 des destinations touristiques. Et donc, pour cela, nous avons mis en œuvre cette stratégie qui nous a permis de faire des avancées notables. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est plusieurs hôtels qui sont réalisés et avec une destination de plus en plus magnifiée par les chaînes internationales. Et donc, nous pensons que la destination Côte d'Ivoire est en train de faire son petit bonhomme de chemin et nous sommes davantage reconnus comme une destination touristique, ce qui n'était pas naguère le cas. Et donc, nous pensons que la Côte d'Ivoire, après avoir adopté sa stratégie en Conseil des ministres, il y a eu des avancées notables. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la 3e destination du tourisme d'affaires au niveau africain, juste après le Nigeria et le Maroc. Et nous disons aussi que la Côte d'Ivoire figure parmi les 15 destinations de loisirs en Afrique. Et donc nous pensons que le tout consolidé permettra de réaliser des avancées notables pour figurer dans le top 5 d'ici 2025. Alors, top 3 au niveau du tourisme d'affaires, qu'est-ce qui fait la particularité de cette destination? Le tourisme d'affaires, c'est d'abord le tourisme de conférences, c'est le tourisme de séminaires et bien d'autres affaires pour ne citer que ça. Vous voyez que notre capitale politique a une position géostratégique qui lui confère une certaine fréquentation de la part des hommes d'affaires, mais aussi la stabilité politique. Et aujourd'hui, avec la présence du président qui a un leadership incarné et reconnu de tous, augure de ce que la Côte d'Ivoire a ceci de particulier et au regard de notre avancée au niveau économique, bien des États nous font l'amitié de loger leurs événements ici et des institutions qui sont demandeuses de certaines rencontres à l'international hébergent leurs cérémonies chez nous. Et comme nous abritons aussi la plupart des représentations de ces institutions à l'échelle internationale dans notre pays, c'est tout à fait indiqué que la Côte d'Ivoire profite de ce positionnement pour avoir à se faire une place, mais c'est aussi reconnaître le leadership du président
et la politique volontariste qu'il a ambition de réaliser et qu'il a déjà réalisé pour une bonne partie et qui nous positionne comme une destination mature aujourd'hui au plan touristique. Ok. Ici, au niveau bancaire et industriel, on sent une forte présence marocaine. Qu'en est-il au niveau du développement hôtelier? Alors, le tourisme est une activité très florissante en Côte d'Ivoire, ça se développe, comme vient de le souligner Monsieur le Ministre, et on se réjouit de cela vu que la Côte d'Ivoire aujourd'hui reprend sa place à l'échelle internationale à ce niveau-là, au niveau du tourisme d'affaires et peut-être demain le tourisme balnéaire et j'en passe. Mais en tout cas, des groupes importants du Royaume du Maroc s'intéressent fortement à la Côte d'Ivoire. Il y a des visites régulières de hauts responsables de ces groupes qui viennent prospecter un petit peu en Côte d'Ivoire et je remercie sur ce plateau la diligence de Monsieur le Ministre habituel pour recevoir les personnes, etc., qui s'intéressent à investir dans des unités hôtelières ici en Côte d'Ivoire. Nous avons bon espoir de conclure des accords dans les semaines et dans les mois à venir pour pouvoir concrétiser ces investissements sur le terrain. D'accord. Monsieur le ministre, vous présidez l'OMT au niveau de Marrakech. La Côte d'Ivoire et le Royaume, on le sait, ont toujours été sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et quel rôle aujourd'hui la Côte d'Ivoire compte jouer au sein du bureau régional de l'OMT qui se trouve à Marrakech, surtout en tant que président de la commission régionale pour l'Afrique? Oui, c'est l'occasion de rendre un vivant hommage à nos différents dirigeants. À savoir le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et puis le président Alassane Ouattara, qui ont vraiment mis, ils ont fait des efforts pour que cette coopération qui est dynamique se renforce davantage. Et au cours de nos séances qui a vu mon élection, a permis de valider cette régionalisation de l'OMT qui a été adopté par le conseil exécutif que je présidais à Madrid, avoir à ériger le Maroc pour la région Afrique comme la capitale touristique de l'Afrique avec l'ouverture d'un bureau régional. Et donc, lors de notre conseil exécutif que j'ai eu à diriger à Marrakech, a consacré cela et nous ne pouvons que nous réjouir qu'un pays qui est un exemple et un modèle serve de bureau pour la région Afrique. Alors, en tant que président pour la commission Afrique de l'OMT, je ne peux que me réjouir et dire que nous allons avoir à faire en sorte que les bonnes pratiques et les pratiques recommandées nous aident. Et c'est pourquoi nous avons pris les résolutions et qui ont été acceptées et validées par le conseil exécutif que j'ai eu à présider pour que nous ayons un centre de formation pour toute la région Afrique au niveau de ce bureau qui crédibilise cette démarche et permettre à ce que la jeunesse africaine se forme et que les arts culinaires s'érigent en une gastronomie pour que cela fasse connaître la qualité culinaire de l'Afrique. Au demeurant, il faut souligner qu'il y a un fonds panafricain d'investissement pour le tourisme et les activités d'investissement hôtelier que nous avons aussi mis en place grâce à la réunion de Marrakech. Et donc la réunion de Marrakech constitue un tournant véritable dans notre agenda et avec l'ouverture du bureau, cela vient à point nommé pour booster notre destination Afrique et faire en sorte qu'il y ait une symbiose et une synergie d'action de tous les pays africains. Et donc ce bureau vient pour renforcer et crédibiliser notre démarche au regard de ce qui se fait aujourd'hui sur le continent américain et le continent asiatique. Alors quels sont les défis prioritaires aujourd'hui? Les défis prioritaires, c'est de faire en sorte que notre gastronomie s'érige véritablement en une gastronomie reconnue et que bien des chefs étoilés africains soient reconnus au niveau mondial et que cela constitue un pan entier d'une activité que nous allons prendre pour valoriser la destination Afrique. Pour ce qui concerne l'agenda véritable, c'est de faire en sorte que l'Afrique rattrape son retard. Et le retard de l'Afrique, c'est de faire en sorte que nous utilisons les canaux qui nous sont donnés pour avoir formé davantage de jeunes, pour qu'il y ait une qualité de service qui soit restituée à ceux qui font l'amitié à l'Afrique de visiter l'Afrique, mais qui du reste se doit
de présenter l'authenticité de l'Afrique, et donc nous allons faire en sorte que cette authenticité africaine soit reconnue par le reste du monde. Après tout, nous sommes le berceau de l'humanité. D'accord. Excellence, au niveau de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire, pourquoi jusqu'à présent, on peut le dire, hein, le Maroc n'y va pas? Vous voulez dire que les Marocains ne viennent pas en Côte d'Ivoire? Oh oui. Eh ben, je m'inscris en faux. C'est une assertion qui n'est pas fondée. Donc, comparativement à certains secteurs comme la banque, voilà. C'est-à-dire, vous parlez des Marocains qui viennent visiter la Côte d'Ivoire en tant que touristes, c'est ça? Non, je parle des entreprises d'investissement, des entreprises marocaines. Comme je l'ai dit précédemment, des grands groupes marocains hôteliers s'intéressent fortement à la Côte d'Ivoire, surtout qu'il y a une dynamique très forte de croissance dans ce pays. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu en 2024. Donc, il y a beaucoup de perspectives prometteuses dans ce pays et nos grands groupes s'intéressent fortement à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en prospection, discussion, étude d'un certain nombre de dossiers qui seront probablement conclus dans les mois à venir. Mais je ne peux pas en dire plus, comme vous vous en doutez. Récemment, il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente entre le Conseil, la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc, qui privilégie l'ouverture dans la région de Dakhla d'un bureau pour la promotion de l'investissement en Afrique subsaharienne. À ce niveau, est-ce que le secteur touristique sera touché? Alors, comme vous le savez, Dakhla, qui est la perle des provinces du Sud, c'est une destination touristique hautement prisée par nos amis européens et autres qui viennent faire du kitesurf et d'autres activités inhérentes à l'activité désertique dans le sud du Royaume du Maroc, dans la province de Dakhla. Cette province a une vocation d'être le pont entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc, et les provinces du sud du Maroc, et ces responsables de cette chambre de commerce ont voulu venir vers l'Afrique, vers les pays subsahariens. Ils sont venus pour la première fois hors de leur base à Abidjan pour promouvoir effectivement cette destination touristique aussi, mais aussi industrielle, aussi par rapport au métier de la pêche, enfin tout ce qui est inhérent à la pêche et aux transformations des ressources halieutiques. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a le tourisme, il y a les ressources halieutiques, il y a l'agriculture, parce que nous sommes en train aussi de développer l'agriculture dans ces régions-là, qui sont des régions a priori désertiques, mais c'est en train d'être développé de façon assez importante au niveau de l'agriculture. D'accord. Et on le sait, tout à l'heure on en a parlé, la Côte d'Ivoire préside au sein du bureau régional de l'OMT, qui se trouve à Marrakech. Comment le Royaume compte accompagner le pays dans cette mission-là? Alors, si l'OMT mondial a choisi Marrakech comme base pour sa branche africaine, on va dire, ou pour le bureau africain, ce n'est ni fortuit ni anodin, comme on dit. C'est un choix délibéré, c'est un choix pensé, parce que Marrakech est une des destinations mondiales de tourisme. Nous avons une infrastructure hôtelière hors pair, nous avons toutes les catégories d'hôtels possibles, imaginables, l'écotourisme, nous avons le tourisme culturel, nous avons toutes sortes de formes de tourisme, le golf, etc. à Marrakech. Et donc ça permettra peut-être d'inspirer un certain nombre de pays frères du continent, de s'inspirer un petit peu de l'expérience réussie du Maroc au niveau de Marrakech et d'ailleurs, pour pouvoir développer des structures similaires dans leurs pays respectifs et pouvoir apporter peut-être une valeur ajoutée. Je tenais à dire que nous avons investi bien avant, nous avons inauguré en 2017 avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le centre de formation Diopougon qui forme chaque année maintenant 500 agents hôteliers dans le domaine de l'hôtellerie, car nous avions vu très tôt le potentiel de l'hôtellerie et du BTP. Il y a deux sections dans ce centre multisectoriel de formation de Diopougon. Il y a l'hôtellerie et il y a le BTP. Donc l'hôtellerie forme 500 jeunes qui vont demain être les responsables ou les employés des différents hôtels qui sont en train d'être développés, parce qu'une infrastructure sans ressources humaines de qualité, effectivement, ne pourra pas atteindre les objectifs escomptés. D'accord. Et au niveau de la formation de ceux qui doivent constituer la main-d'œuvre au niveau du secteur hôtelier, qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère? Quelles sont les perspectives du ministère par rapport à ce pan-là? Tout naturellement, ce que nous voulons, j'aborde pour dire merci au Royaume du Maroc qui a bien mettre à la disposition de notre pays un centre de formation. Aujourd'hui, la politique de formation, et comme le président a décrété cette année 2023, année de la jeunesse, c'est tout naturellement que la Côte d'Ivoire s'engage délibérément à faire en sorte qu'il y ait plusieurs filières qui s'ouvrent et qui s'intensifient en matière de formation. Et nous travaillons
de concert avec le ministère de la Jeunesse, mais le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a l'effet de procéder à l'ouverture très prochaine de plusieurs centres. Et donc, nous voulons assister à une professionnalisation de bien des filières dans le domaine touristique. Nous savons que 10% des emplois au niveau mondial qui se créent le sont par le fait du tourisme. Par conséquent, au regard des possibilités et du potentiel qu'a le tourisme en matière d'emploi et pour impacter la créativité de notre jeunesse et les startups, nous sommes en train de faire en sorte de les accompagner de par une formation de qualité. Et donc plusieurs filières sont en train de s'ouvrir et nous faisons en sorte que le centre africain qui va former au métier en rapport avec tous nos partenaires sera un centre qui sera ouvert à Abidjan. Et donc la Côte d'Ivoire deviendra une vitrine de formation par excellence. Et donc, nous bénéficions aussi de quelques bourses que nous mettons à la disposition des jeunes de la part du Royaume du Maroc. C'est l'occasion de leur dire merci et renouveler que cette coopération s'intensifie. D'accord. Justement, actualité oblige, on va en parler. La Côte d'Ivoire abritera en janvier 2024 la Coupe d'Afrique des Nations. À ce niveau, comment le ministère se prépare ? Merci. Parce qu'on va accueillir toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire va accueillir toute l'Afrique, le monde entier. Et à ce niveau, quelles sont les dispositions qui ont été prises, ou même qui sont prises par le ministère ? C'est ce que je disais la dernière fois que j'avais eu un entretien sur les réseaux sociaux avec l'ensemble de nos concitoyens. Votre tribune que vous donnez nous permet de dire que cette CAN se doit d'être une Coupe d'Afrique des Nations singulière et particulière, de par son organisation, de par sa mobilisation et de son engouement. Nous pensons qu'aujourd'hui, je suis mieux placé pour le dire, en qualité de membre du comité restreint de pilotage au niveau gouvernemental autour du Premier ministre. Nous sommes convaincus que c'est un produit d'appel pour le tourisme, pour notre culture, et que la Côte d'Ivoire, par essence, est reconnue comme une nation de football. Il faudrait que nous utilisions ce levier pour en faire un produit d'appel, pour bonifier notre destination et intensifier nos actions de promotion pour que tout le monde entier, pour le temps de cette compétition, prenne la Côte d'Ivoire comme le centre du monde. Et donc, à partir de ce moment, nous allons avoir à communiquer et à mobiliser tous les acteurs pour les fidéliser. Et donc, c'est une occasion unique que nous devons saisir pour vendre la destination. Et donc, nous travaillons à faire de ça un événement moteur qui va davantage mobiliser tous les acteurs autour de notre pays, pour notre pays, et faire en sorte que tout le monde afflue de partout le monde pour visiter et fouler le sol ivoirien, terre d'hospitalité, terre d'accueil par excellence, pour que, comme Facebook l'a dit, Abidjan, le plus doux au monde, soit un concept qui soit partagé et vécu et partagé par tous, et que ces moments-là soient des moments idylliques, des moments fascinants qui finiront de convaincre plus d'un, afin que notre destination soit définitivement ancrée dans la mémoire collective internationale comme une destination mature qui se doit de faire son bonhomme de chemin grâce à cette belle mobilisation autour de la CAN. Alors, M. Abdelmalek Kettani, le ministre qui en a parlé tout à l'heure, il a parlé de la formation. On sait qu'au-delà des étudiants ivoiriens boursiers formés au Maroc et du centre sectoriel Mohamed VI qui se trouve à Yopougon, beaucoup d'investissements sont faits par le Royaume du Maroc. Alors, quels sont les autres chantiers de coopération ? Alors on a déjà le grand chantier de la baie de Cocody, qui aussi verse dans la dynamique du tourisme en Côte d'Ivoire. Peut-être devrions-nous en parler un petit peu. La baie de Cocody est un grand projet structurant pour la ville d'Abidjan, qui comporte 7 volets importants. Comme vous le savez, il y a le pont, le carrefour de l'Indénié, la préparation des plateformes sur la lagune qui demain abriteront des hôtels, des restaurants, etc. et des activités qui vont attirer du tourisme, qu'il soit sous-régional ou international. Et cette baie de Cocody, qui est une vision de Sa Majesté le Roi qui a été partagée par son frère, son Excellence le Président Alassane Ouattara, est une réalité aujourd'hui, on le voit tous les jours, ça évolue un petit peu, et donc nous avons bon espoir que les choses vont arriver à leur terme assez rapidement. Donc on est dans les phases avancées de ce projet. Maintenant, d'autres investissements, comme je l'ai dit, vont arriver très bientôt
pour pouvoir apporter notre contribution, la contribution du Royaume du Maroc, au-delà de la formation et des bourses qui sont octroyées régulièrement, annuellement à tous nos chers étudiants ivoiriens qui partent au Maroc pour faire leur formation. Nous avons donc une vision de développer d'autres partenariats, que ce soit au niveau de la formation ou des investissements. D'accord. Et moi, je vais vous poser une question sur laquelle certainement M. Abdelmalek Kettani va réagir. Qu'est-ce qui fait ce caractère sacro-saint des relations qui lient la Côte d'Ivoire au Royaume du Maroc depuis plus de 60 ans? Je dois avouer qu'il est quelquefois où l'entendement humain ne suffit pas pour expliquer les fondements bien enracinés de coopération entre pays. Il est une relation qui est connue de tous entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, née de la volonté des premiers chefs d'État que sont le président Félix Houphouët-Boigny et Sa Majesté le roi Hassan II, qui ont voulu bonifier ces relations. Et au fil des années, cela a été le prolongement de l'action de leurs différents successeurs. Nous ne pouvons que nous réjouir. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire qui fait la particularité de ces rapports, c'est le fait que les Marocains n'ont pas ce dédain ni ce goût à l'égard de l'Ivoirien, et l'Ivoirien aussi accepte le Marocain comme son frère. Que nous voyons à l'étranger ou partout, d'ailleurs, c'est toujours cette particularité et cette cordialité et cette chaleur qui entoure les rapports entre différentes personnes et groupes de personnes. Et nous pensons que ce qui fait la force et la vitalité d'une telle coopération entre deux pays, c'est d'abord avant tout la sincérité. Et cette sincérité est la volonté de partager quelque chose qui est essentiel. C'est que ici, c'est une coopération gagnante. Et chacun ne se sent pas ici floué. Et donc, à partir de ce moment, vous comprenez que chacun se disant que, bon, nous sommes dans une coopération où on sent que cette coopération a un visage humain. Et donc, c'est une coopération à un visage humain qui fait la vitalité et la force de cette coopération qui avance et qui fait des progrès. La baie de Cocody en est l'illustration parfaite. Et donc, aujourd'hui, nous sommes plus regardants à l'égard du Maroc pour ce qui concerne la recherche des pratiques recommandées et des benchmarks que nous faisons. Pourquoi aller chercher loin quand nous avons des solutions à proximité? Le Maroc a fait la preuve que c'est une destination qui a su se bonifier pour être une destination la plus reconnue au plan touristique et au niveau mondial. Nous ne pouvons que nous servir d'exemple et de modèle pour ce qu'ils ont fait et ce qui est un succès. D'ailleurs, quelquefois, ils même nous disent, ici on n'a pas bien réussi, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Et c'est ça qui montre la sincérité de notre coopération. Quand on échange avec les officiels, ils nous disent, écoutez, ici nous avons fait le choix, mais ça n'a pas été très concluant. Il ne faudrait pas que vous répétiez la même chose. Il faut avoir modifié. Et donc, quelque part, c'est ça qui fait cette force-là. 60 ans de coopération, plus de 60 ans de coopération. Qu'est-ce qui explique cette relation, ce rapport entre ces deux États? Alors c'est les hommes d'abord, comme l'a si bien souligné avec brio Monsieur le Ministre, c'est d'abord le président Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, et feu Sa Majesté Hassan II avait une relation particulière. Les pays sortaient du colonialisme et ces deux leaders de l'Afrique post-coloniale étaient main dans la main pour faire avancer leur pays qui sortait un petit peu de cette situation. Et la relation a perduré jusqu'au décès de feu Houphouët-Boigny en 1993. Et Sa Majesté en 1999, que Dieu les accueille en sa sainte miséricorde, tous les deux. Donc, ont été les fondateurs de cette relation formidable. Et comme l'a encore dit Monsieur le Ministre, il y a une relation fraternelle. On ne se sent pas dépaysé quand on vient en Côte d'Ivoire, on est accueilli. Et le peuple ivoirien a une particularité très marquée, c'est-à-dire d'être sympathique, d'être ouvert et d'être accueillant. Et les paroles de l'hymne national ivoirien sont très éloquentes à ce titre. Donc nous sommes ensemble et comme notre frère l'a dit, c'est-à-dire que les Ivoiriens sont accueillis chez nous au Maroc
Et les Marocains viennent en Côte d'Ivoire. Nous avons des gens qui sont ici depuis plus de 50 ans, qui vivent de façon très harmonieuse autour de leurs frères africains à Treichville, etc. Donc ça se passe très bien. Je saisis cette occasion aussi pour inviter nos frères et sœurs ivoiriens à venir visiter le Maroc. Beaucoup adorent le Maroc. J'ai encore rencontré personne qui m'a dit « je suis allé au Maroc, j'ai été déçu ». Donc nous n'avons aucune restriction au niveau du visa. Vice-versa, donc les Ivoiriens peuvent aller au Maroc sans visa, c'est quelque chose de très significatif par les temps qui courent, comme vous le savez. Donc ça veut dire que le Maroc est ouvert et la Côte d'Ivoire aussi nous est ouverte, on s'en félicite. Donc cette fraternité se traduit sur le terrain par le développement, par la coopération sud-sud mutuellement avantageuse, mais aussi par l'ouverture et surtout la sincérité sur le plan humain. D'accord. On va terminer avec vous, Monsieur le ministre. Et quelles sont les perspectives de votre département ministériel? Merci. Je pense que les perspectives sont bonnes et heureuses et nous ne pouvons que nous réjouir. Déjà, dans un contexte marqué par plusieurs soubresauts et des chocs extérieurs qui finissent par mettre en péril un certain nombre de prévisions, nous ne pouvons que nous réjouir du leadership éclairé du président qui permet aujourd'hui de stabiliser. Il n'y a pas de tourisme sans stabilité, sans paix. Et donc, ce sont les éléments qui caractérisent et qui sont les fondements de la réussite d'abord d'un tourisme dans une région. De ce point de vue, nous voulons profiter de cette accalmie pour avoir à faire en sorte que nous ayons à mettre en œuvre l'ensemble de nos circuits touristiques qui ont été bâtis, mais aussi nous allons prendre 2023 comme année de lancement des projets phares. Pour la première fois, on verra un projet iconique tel que Info Season qui sera lancé en Côte d'Ivoire avec plusieurs hôtels de renom et qui sont de la catégorie des palaces. Et donc voilà, cette année va marquer définitivement le lancement des grands projets d'envergure dans notre pays. Et avec la CAN, nous sommes en train de réhabiliter la plupart des hôtels et donc nous allons avoir à mettre en expérience un certain nombre d'hôtels. Donc nous allons aussi lancer les hôtels des villes secondaires pour que nos destinations se bonifient. L'année de la jeunesse, le président l'a lancé, ce n'est pas un vain mot, et il nous a instruit, nous sommes en train de travailler avec le ministre en charge de la jeunesse et surtout le ministre des Sports pour que nous déployions les infrastructures dans tous les départements, je dis bien dans tous les départements de notre pays, sous le guide éclairé du président, mais avec la conduite du Premier ministre, que nous déployions l'ensemble des infrastructures au niveau des loisirs et au niveau sportif. Et donc, ça va sédentariser davantage les jeunes et créer des centres d'intérêt et des pôles économiques qui mobiliseront bien des acteurs et les sédentariser pour impulser la croissance des villes secondaires et le développement de ces villes autour de ces éléments de croissance que nous apportons. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci, Excellence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de l'émission. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1.